Bonjour à tous. Donc, je vois que ça commence à se connecter. Bienvenue sur ce webinaire, donc 1 heure pour comprendre, qui est un cycle de webinaires de l'AFPCNT, donc Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, qu'on a lancé l'an passé et qui se réunit 1 à 2 fois par mois en fonction des thématiques. On a choisi ce soir de vous parler d'éco-anxiété face aux risques majeurs, un sujet grandissant chez les jeunes et les moins jeunes. Juliette Deck, qui nous fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui et qui est co-directrice de la Carbone 4 Academy, interviendra avec Charline Smeber, qui a mené une enquête d'ailleurs récemment sur l'éco-anxiété. On va avoir, comme d'habitude, à peu près 40 minutes d'intervention de nos 2 intervenantes expertes du sujet. Et on ouvrira ensuite à 20 minutes de questions-réponses. Pour les participants qui commencent à se connecter, donc on est à un petit peu plus de 40 personnes connectées. Sachez que 130 inscrits sur cette session de ce soir, avec la majorité de représentants communaux ou d'intercommunalités. 30% d'entreprises seront connectées également. Et puis, on a la société civile également qui s'est mobilisée au travers de réserves communales de sécurité civile et d'autres associations, dont des partenaires. Je salue d'ailleurs Jerry de la prévention Maïf qui vient de se connecter. Vous aurez, comme dans tous les webinaires, et c'est important pour nous, pour écouter les thématiques qui peuvent vous intéresser et avoir aussi votre regard sur le sujet qui va vous être exposé, un petit lien pour un questionnaire de satisfaction que Laurence vous lancera dans le chat bien avant la fin de session, parce qu'on compte sur vous vraiment pour répondre à ce questionnaire et qu'on puisse améliorer ces webinaires et puis répondre à vos attentes en termes de thématiques. C'est important puisque c'est pour vous que nous faisons ces webinaires. Et pour pas mobiliser plus la parole, je remercie Laurence qui a préparé encore une fois brillamment avec nos intervenants de cette session et je laisse la parole à Juliette et Charline. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver ce soir et merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, moi je m'appelle Juliette Deck, donc je suis la co-directrice de la Carbone 4 Academy, qui est le centre de formation de Carbone 4 pour les professionnels. Carbone 4, c'est un groupe qui s'occupe de travailler sur l'impact des entreprises sur le climat et l'impact du climat sur les entreprises. Et donc à la partie académie, on s'attelle à la transformation des métiers pour intégrer les compétences indispensables à la transition écologique. Et on a eu le plaisir de développer avec Charline Schmerber, qui va se présenter juste après, un MOOC sur l'éco-anxiété et les éco-émotions. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Carbone 4, ça pourrait paraître assez étonnant. Donc, on lance ce genre de sujet, mais c'est un sujet très, très sérieux et qui nous tient beaucoup à cœur. Et donc, je suis vraiment ravie d'explorer tout ça ensemble ce soir. Et donc, moi, je suis Charline Schmerber. Je suis ravie aussi de pouvoir intervenir avec Juliette sur ce sujet. Je suis psychopraticienne. J'ai été formée à une méthode de thérapie qui fait vraiment le lien entre le corps, les émotions et la partie conceptualisation par l'esprit. Et donc, je travaille depuis 2019 sur le sujet des éco-émotions. J'ai pu faire donc une enquête qui est une enquête témoignage, mais qui avait recueilli plus de 1200 retours donc, en 2019. Et je travaille maintenant à la fois avec des particuliers, en distanciel et en présentiel, et aussi avec des entreprises et des associations que je peux accompagner sur la partie souffrance des salariés. Je propose aussi tout ce qui est formation des parcours de sensibilisation. Et effectivement, on a monté avec Juliette ce format l'été dernier, ce MOOC dont on vous parlera un peu dans les pistes pour savoir quoi faire de cette fameuse éco-anxiété. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer. Vas-y. Juste pour peut-être, donc là, on a compris que dans le public, il y avait un mélange de publics différents, mais
voilà, on avait envie d'abord de raconter un peu, de reprendre un peu les définitions, c'est-à-dire c'est un terme qu'on entend de plus en plus dans les médias, mais qui en fait est assez mal compris et qui pourtant est extrêmement répandu. Oui. Et donc voilà, on voulait commencer par déjà rappeler ce que c'était, et ensuite, du coup, on comprend que dans le public qu'il y a aujourd'hui, il y a plutôt des gens qui s'intéressent à la chose publique. Et donc du coup, comment est-ce que ce sujet d'éco-anxiété en fait représente un nouveau risque, et donc comment est-ce qu'on peut agir pour le prévenir et le gérer, puisque c'est le vocabulaire qui vous est familier du coup dans ces webinaires. Et donc, et pour finir, on va dire aussi par un mot sur des solutions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en fait pour un public comme le vôtre par rapport à ce sujet. Et donc, n'hésitez pas pour les participants à poser vos questions au fil de la présentation dans le chat, et puis on essaiera de les traiter. J'en profite pour saluer nos amis des territoires ultramarins qui sont connectés, notamment Jean-Philippe côté Martinique. Et Charline, je passe à la slide suivante, mais du coup, j'essaierai de te suivre pour les premières slides. Tu me dis s'il faut que j'avance ou que je recule. Allez, je te dirai. Ça marche, on fait comme ça. Donc, j'entre dans la partie plutôt définition, retour sur le vocabulaire, de manière à vous expliquer un peu ce terme d'éco-anxiété qui est le plus utilisé aujourd'hui. Donc, le premier point, donc le terme d'éco-anxiété, il est arrivé dans la sphère publique aux États-Unis pour la première fois à la fin des années 90. C'est une journaliste qui s'appelle Lisa Leff qui l'a utilisé pour qualifier un peu l'état émotionnel des habitants de la vallée de la baie de Chesapeake, qui avaient vu un pic de pollution. Elle a utilisé ce terme, donc éco-anxiety, pour qualifier un peu cet état émotionnel. Ensuite, il y a une chercheuse belgo-canadienne qui s'appelle Véronique Lapège qui a théorisé vraiment ce concept d'éco-anxiété à la fin des années 90, et il a été vraiment repris en France à partir de 2018, 2017, 2018, et maintenant c'est un terme qui est vraiment beaucoup plus utilisé et qui est même rentré dans le dictionnaire fin 2023. Je vais vous partager maintenant quelques définitions. Alors je vais vous citer déjà celle d'une chercheuse américaine qui s'appelle Susan Clayton, et qui définit l'éco-anxiété comme l'anxiété associée aux perceptions du changement climatique, même chez les personnes qui n'ont pas personnellement subi d'impact direct. Alors, je trouve cette définition intéressante parce qu'elle dit bien qu'on n'est pas obligé soi-même d'avoir été confronté à des manifestations climatiques graves pour ressentir cette éco-anxiété. On peut avoir connaissance, par exemple, de ce que les scientifiques nous disent et ressentir cette inquiétude par rapport à ce qui risque d'arriver dans les moments présents et futurs. Il y a une autre définition qui est intéressante, c'est celle de la psychanalyste et psychothérapeute Liz Van Susteren, qui est américaine aussi, et qui définit l'éco-anxiété comme un stress pré-traumatique par opposition au stress post-traumatique. C'est vraiment cette inquiétude qu'il y a avant que le trauma arrive, finalement. Voilà pour les rapides éléments de définition. Ce que je peux juste rajouter, c'est que c'est une détresse qui est plutôt prospective, c'est qui est tournée vers le futur, vers vraiment tout ce que les scientifiques nous disent qu'il risque d'arriver. C'est néanmoins une réaction adaptative normale et saine. L'éco-anxiété, ça ne fait pas partie des maladies mentales. C'est vraiment c'est une émotion finalement qu'il est tout à fait légitime de ressentir aujourd'hui au vu de la situation, de la crise écologique dans laquelle on est. Donc ça veut bien dire que les personnes sont conscientes de la situation. Certaines personnes préfèrent se dire éco-lucide plutôt que éco-anxiété, que éco-anxieux, du fait de la tonalité un peu pathologisante qu'il peut y avoir dans la notion d'éco-anxiété. Et je pense que c'est mon quatrième point.
il y a des limites qui sont soulevées par certains de mes collègues aussi dans le choix du mot éco-anxiété. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'émotions que de l'anxiété qui est traversée, qui est présente chez les personnes qui sont sensibles aux problématiques environnementales. Il peut y avoir de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Donc, le spectre des émotions est relativement large. Donc, on s'aperçoit que le terme éco-anxiété peut être un peu réducteur. Néanmoins, il a le mérite d'exister et pour pouvoir travailler sur une souffrance, il est déjà nécessaire de la nommer. Donc, ce terme a déjà pour mérite d'exister et de dire quelque chose. Voilà, même s'il est imparfait. Un autre terme qui est utilisé par les personnes, qui est revendiqué aussi, ça peut être celui de politico-anxiété. C'est-à-dire que l'anxiété, en fait, elle n'est pas juste de la crise écologique, elle est de l'absence de réponse politique suffisante à la hauteur de la crise écologique. Donc, c'est intéressant cette notion de vocabulaire parce que, effectivement, d'un côté, on pourrait tendance à pathologiser, comme disait Charline, les individus, et de l'autre côté, les individus qui se défendent d'être malades, mais qui disent au contraire qu'ils sont extrêmement lucides et qui disent que ce qui les inquiète, c'est pas tant l'événement, bien sûr, mais c'est l'absence de réponse à la hauteur de l'événement. Et ça, pour le public qui est en face de nous, ça peut être intéressant aussi d'apporter ces termes nuancés de vocabulaire. Tout à fait. Je vais rentrer maintenant dans la partie manifestation et symptômes pour que vous puissiez un peu identifier qu'est-ce que c'est finalement d'être éco-anxieux. Alors j'insiste sur le fait que là, je vais vous citer quatre types de symptômes. On n'est pas obligé de tous les avoir et on peut les avoir à des degrés différents. Il y a aujourd'hui des échelles de mesure qui existent, qui m'ont permis d'ailleurs de sortir ces manifestations et symptômes. Et ces échelles de mesure qui ont été faites par des scientifiques et par des psychologues cliniciens, elles permettent d'évaluer un degré d'éco-anxiété qui peut être soit inexistant, léger ou parfois pathologique. Pour le coup, quand on est enfermé dans trop de souffrance, dans des idées obsessionnelles, dans quelque chose qui devient vraiment délétère pour la vie de la personne au quotidien. Donc, ces manifestations et symptômes, donc j'en ai répertorié 4. Le premier, c'est tout ce qui est manifestation émotionnelle. On va avoir des manifestations anxieuses et ou dépressives. Donc, j'insiste sur le fait que l'éco-anxiété n'est pas un trouble anxieux et n'est pas une dépression. Donc, c'est bien des manifestations, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est passager, qui est transitoire. Ensuite, la personne peut vivre des obsessions écologiques, avoir des ruminations, tout regarder à travers le prisme de l'écologie. Ensuite, ça va avoir, cette éco-anxiété, des répercussions fonctionnelles sur le comportement. C'est-à-dire que ça peut toucher la vie personnelle avec un désir d'enfant qui est questionné, des troubles du comportement comme les troubles du sommeil et des renforcer ou générer des addictions. Chez les hommes, plutôt l'addiction à des produits comme l'alcool, la drogue, et chez les femmes, plutôt renforcer ou développer des troubles du comportement alimentaire. Ça peut toucher aussi la vie professionnelle, avec des gens qui vont perdre le sens au sein de leur travail, perdre la motivation. Et enfin, ça peut aussi toucher la vie sociale, avec un sentiment d'isolement, des personnes qui se renferment sur elles-mêmes, qui n'arrivent plus forcément à se mobiliser et à agir. Dernière manifestation, les personnes éco-anxieuses vont avoir un niveau d'anxiété assez important, enfin plus ou moins important, du fait de leur propre impact. Donc elles vont regarder les actions qu'elles mènent vis-à-vis de l'impact que ça va avoir sur la planète. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des manifestations qui sont raccrochées au tableau clinique de l'éco-anxiété. J'insiste bien sur le fait que on va la ressentir à des degrés différents et que c'est pas parce que on remplit un test qui va nous sortir, par exemple, une éco-anxiété légère, qu'elle ne va pas pouvoir s'intensifier par la suite ou se réduire.
Il y a une forme de saisonnalité aussi dans cette éco-anxiété. On peut être plus éco-anxieux, notamment l'été, quand il y a des pics de chaleur et des sécheresses, par exemple. Les cibles de l'éco-anxiété, alors ça va être majoritairement ce que nous disent les études scientifiques, les jeunes, aussi les femmes, les minorités ethniques, les peuples autochtones, les personnes qui ont des faibles revenus économiques. Donc ça, c'est vraiment les points 2, 3, 4, les personnes qu'on va juger les plus vulnérables. Donc femmes, minorités ethniques et les personnes à faible revenu économique. Et enfin, dernière cible, ça va être certains professionnels. Par exemple, moi, je peux recevoir des personnes qui travaillent au contact de la biodiversité. Je peux accompagner des entreprises qui manipulent des données anxiogènes toute la journée et qui, au bout d'un moment, ont du mal à couper un peu avec tout ça et à se déconnecter de la réalité de cette crise écologique. Voilà. Et je pense qu'on peut faire un écho avec du coup certaines personnes qui sont dans notre public, notamment les personnes qui travaillent dans des réserves et qui voient peut-être les conséquences du changement climatique et de la perte de biodiversité aussi. Et donc ça fait partie des professions en fait qui peuvent être très exposées à ces éco-émotions au pluriel, puisque vous l'avez compris, éco-anxiété c'est une des manifestations, mais en fait c'est beaucoup plus large. Et donc, voilà, ça peut faire écho à peut-être certaines personnes qui sont dans notre public aujourd'hui. Alors, je vous donne juste un exemple, un petit récit d'une patiente qui m'a contactée à l'été 2022. C'est une jeune femme qui avait 21 ans et qui faisait des études de géographie à Montpellier et qui vient d'un petit village à côté de Montpellier, et elle a assisté à un feu de forêt qui a eu lieu dans ce petit village, donc Saint-Bauzile de la Sylve, le 26, je crois que c'était le 26 juillet 2022, et en fait toute la partie au-dessus du village, donc la forêt, a brûlé. Et cette jeune femme, ça a été un élément déclencheur pour elle pendant cet été 2022. Moi, je la rencontre en septembre, donc suite à l'été, et c'est l'année aussi où est sorti le 6e rapport du GIEC. Donc elle passe un été assez compliqué, donc déjà parce qu'elle a vécu ce feu de forêt avec une crainte par rapport à son village, le village dans lequel elle a grandi, et elle a découvert, ça a été vraiment la porte d'entrée pour s'intéresser au rapport du GIEC qui venait de sortir. Et elle passe un mauvais été, d'autant plus qu'il y a une grosse canicule pendant cet été-là, de la sécheresse. Et donc, ce qu'elle me partage un peu en termes cliniques, elle me dit qu'elle est très inquiète par rapport à l'avenir. Ses parents habitent dans le village et elle commence à se dire est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils déménagent. Elle ressent une grande tristesse d'avoir vu son petit paradis complètement dévasté. Elle ne reconnaît plus tout ce qui est forêt autour de chez elle qui a complètement brûlé. Elle a des symptômes aussi physiques, elle a perdu l'appétit, elle a beaucoup maigri, elle a du mal à dormir. On retrouve vraiment ces obsessions psychologiques, ces ruminations dont je vous parlais précédemment. Elle a vraiment des pensées qui tournent en boucle. Elle remet en question ses études. Elle me dit est-ce que je ferais pas mieux de travailler mes mains, d'apprendre des choses concrètes, d'être plutôt plus dans l'action et pas vraiment dans un amphi toute la journée. Elle va aussi s'isoler pendant cette période de vacances. Elle me dit d'habitude je vois beaucoup d'amis et puis là c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps derrière mon ordinateur à lire des études scientifiques, à m'intéresser à tout ça et j'ai pas eu vraiment envie d'échanger. J'ai eu peur de ne pas être comprise par l'ensemble de mes amis qui avaient envie de faire la fête, d'aller à la plage, et elle m'a dit j'ai préféré rester un peu repliée sur moi-même. Et elle a été plutôt dans une consultation d'études scientifiques, mais pas tant dans une mise en mouvement. Et elle me dit d'avoir été traversée par des moments de fort abattement et avoir vraiment perdu la motivation pendant cette période de vacances.
Et enfin, elle me dit aussi qu'elle a tendance enfin que ce processus d'isolement est aussi en lien avec un sentiment que les personnes autour d'elle ne vont pas être à la hauteur, que on ne fait pas suffisamment de choses. Et elle me dit, j'ai des amis qui sont partis pendant les vacances, qui ont pris l'avion, et ça devenait assez obsessionnel. Elle m'a dit, j'ai préféré me couper un peu de toutes ces personnes de manière à ne pas que focaliser sur le négatif. Donc elle avait vraiment cette tendance à tout regarder à travers le prisme de l'écologie. Et je vous rassure, on a pu travailler avec Lucie sur des actions collectives et individuelles, et Lucie va aujourd'hui beaucoup mieux. Le sujet de l'éco-anxiété, il évolue très vite. On vous a mis là quelques statistiques qui ont été publiées. Je crois que le rapport est sorti en septembre 2023 sur l'état de santé des Français. Et donc, je vous lis quelques statistiques intéressantes. Donc, il y a 8 Français sur 10 de ce rapport, enfin, qui expriment un fort sentiment d'anxiété par rapport au dérèglement climatique. L'éco-anxiété, qui était en 2017-2018 un mot qu'on ne connaissait pas très bien, elle devient vraiment présente dans le vocabulaire des Français et ça devient un vrai sujet de société. Les Français sont inquiets des conséquences du dérèglement climatique, et cela à 3 échelles. Donc, il y a 80% des Français qui sont inquiets par rapport aux conséquences sur le monde, 74 sur les conséquences par rapport à la France, et enfin sur les conséquences que le dérèglement climatique pourrait avoir sur leur famille. Donc, on s'aperçoit que la problématique de l'environnement, elle est plus vraiment lointaine, elle est vraiment au cœur des préoccupations des Français. C'est aujourd'hui la 3e préoccupation des Français, donc pour 32%, c'est leur 3e préoccupation. L'éco-anxiété, elle est aussi citée comme le 3e frein au sentiment de bien-être pour 32% des Français. Et donc, c'est au même niveau presque que le manque de temps et d'argent, qui est cité 35%. Et statistique intéressante, on s'aperçoit qu'auprès des seniors qui ont 70 ans et plus, l'éco-anxiété, c'est le premier thème qui est cité à 39% devant les problématiques de santé, qui sont citées à 35%. Ça, c'est vraiment une vraie surprise, hein. Je pense que c'est la preuve que le sujet évolue extrêmement vite. Ça concerne plus du tout que les jeunes, hein. Je pense qu'on va être très surpris des prochaines études qui vont paraître sur le sujet, sur les publics cibles, etc., que touche l'éco-anxiété. Moi, je fais le pari vraiment que ça évolue très, très rapidement. Je fais le pont aussi avec, je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'État suisse a été, on va dire, débouté par le tribunal, par une association de femmes âgées. En fait, c'est une association de femmes âgées qui a réussi à aller jusqu'au bout en justice, à condamner l'État suisse pour inaction climatique. Donc, on voit aussi que c'est que les stéréotypes, on va dire, autour de seulement les jeunes en fait sont concernés, c'est de plus en plus faux. Et même nous, par rapport au MOOC qu'on a proposé, dont on parlera à la fin, on a un public majoritaire qui a plutôt 40 ans, en fait, qui participe à ce MOOC. Donc, c'est vraiment parce qu'évidemment qu'on est touché à titre personnel, et on est touché aussi par rapport à nos proches, ça peut être par rapport à nos enfants, ça peut être par rapport aux gens avec qui on travaille. Donc, en fait, c'est en train de basculer sur l'ensemble des sphères. Et pour autant, c'est un sujet qui est encore très, très mal connu et perçu comme un enjeu collectif et pas que comme un enjeu individuel. Voilà. Oui, et pour rebondir sur ce que dit Juliette, on en est encore au début, en fait. Là, on parle vraiment d'éco-anxiété, qui est le terme le plus creusé aujourd'hui d'un point de vue des études scientifiques, et on n'en est qu'au balbutiement. C'est un sujet qui est rentré il n'y a pas très longtemps au sein des universités, où les étudiants en psychologie ont commencé à faire des masters, à faire des mémoires sur ce sujet-là, et à être accompagnés par des directeurs de mémoire. Mais au début, c'était un sujet qui n'intéressait pas vraiment.
sur lequel il y avait, enfin, c'était les personnes en psychologie étaient encore assez réfractaires, et là maintenant on voit que ça s'est fait une vraie place, ce sujet s'est créé une vraie place au sein des universités, donc va être de plus en plus étudié. Alors là, je reviens sur un des 4 points dont je vous parlais plutôt dans la partie introduction, vocabulaire et paramétrage, enfin explication de ce que c'est l'éco-anxiété. Il peut aujourd'hui y avoir des vrais risques à en faire une pathologie. Ça serait en faire un problème rattaché à la sphère individuelle, là où en fait l'éco-anxiété c'est c'est un problème collectif. C'est-à-dire que moi je reçois des individus qui ont une vraie souffrance, hein. Les gens qui ressentent de l'éco-anxiété, c'est pas agréable d'être traversé par toute ce spectre émotionnel relativement désagréable, mais je suis absolument convaincue que si on prenait les bonnes mesures pour respecter les limites planétaires, pour réduire notre impact, arrêter de consommer, si les gouvernements transformaient de manière structurelle notre société, il y aurait beaucoup moins d'éco-anxieux. Donc c'est important de pouvoir aller regarder la racine de cette éco-anxiété, et là c'est vraiment dans la sphère du collectif. Mais si on en fait une pathologie, ben on va dire à tous les individus, allez vous faire accompagner, allez voir des psys, des professionnels de l'accompagnement, et allez traiter votre problème dans la sphère des cabinets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, c'est très important de pouvoir être accompagné quand on ressent un mal-être, mais il faut pouvoir faire les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois accompagner les individus, mais en même temps aller voir ce qui génère cette éco-anxiété, et là c'est en termes vraiment de nos comportements à l'échelle du collectif, et des décisions que vont prendre les gouvernements et les entreprises. Si on pathologise l'éco-anxiété, le risque, c'est bien évidemment d'entretenir l'inaction climatique, et ça va faire un autre discours qui va justifier cette inaction. Autre risque, ça va être de dépolitiser le sujet. Il y a l'éco-anxiété, c'est vraiment un enjeu aussi politique. C'est quelque chose dont il est nécessaire de parler dans cette dimension-là. Et si on en fait quelque chose d'individuel, on va complètement passer à côté du sujet. Et pour conclure sur la partie pathologie, je vous partage une image que je tiens de Christophe André, qui avait participé à une conférence qui a eu lieu en 2019 sur le déni, et qui avait d'ailleurs été montée par Alexandre Florentin, qui travaille avec Juliette à la Carbone 4 Academy. Et Christophe André avait comparé les éco-anxieux aux petits canaris dans les mines de charbon, qui étaient utilisés pour prévenir les mineurs des coups de grisou et du fait qu'il était nécessaire de remonter. Donc, parce que les mineurs étaient insensibles à ce gaz, et donc à partir du moment où le petit canari tournait de l'œil, c'était signe qu'il fallait remonter. Voilà. Et on peut voir les éco-anxieux comme des lanceurs d'alerte et comme des sentinelles du vivant, et on serait bien, ça serait une bonne recommandation que de les écouter et d'être à titre individuel et collectif mobilisés par cette inquiétude et sensibilisés à leur envie de se mobiliser et d'agir. Voilà pour tout ce qui est les risques de pathologisation de l'éco-anxiété. Et je laisse Juliette reprendre la main sur la suite. Oui, je voulais vous partager aussi dans la partie constat une table ronde que je vous recommande en complément de ce webinaire. Hein. C'est une interview donc, au Sénat qui a du coup, voilà, vous voyez la liste des intervenants, donc plutôt le monde médical, psychiatres et psychologues qui sont aussi voilà, de plus en plus alertes sur ce sujet, et d'ailleurs avec Ronan Dantec, du coup, qui est plutôt du côté collectivité publique, et qui du coup
voilà, interpellait les sénateurs justement sur cet enjeu de l'éco-anxiété et de la prise en charge psychiatrique, mais pas que, de ce sujet, du coup, par la force publique. Et donc simplement, donc pardon, c'est un gros morceau de texte assez indigeste, mais simplement il me semblait important de rappeler que évidemment qu'il y a l'éco-anxiété, donc c'est associé à l'anticipation des dérèglements écologiques à venir, mais il y a aussi évidemment tous les risques psychiatriques et psychologiques associés aux événements climatiques extrêmes en eux-mêmes, qui sont particulièrement du coup présents déjà dès maintenant dans les pays en développement, mais pas que. Hein. La France est aussi très très soumise en fait au dérèglement climatique dès aujourd'hui, hein, avec les canicules, les inondations. On l'a vu dans le Nord cette année récemment, etc. Et donc ça a aussi des conséquences psychologiques directes. Je citerai uniquement la phrase en rouge. Pendant les périodes, donc notamment les périodes de canicule, la fréquentation des services d'urgence psychiatrique est multipliée par 7. Donc ça, c'est des phénomènes aussi que les médecins appellent de décompensation des patients. Et donc, dans les moments aussi voilà, de phénomènes extrêmes, donc là, peut-être que les personnes qui sont, par exemple, dans les sphères, par exemple, des pompiers dans notre public sont forcément mobilisés hein, par ce genre de thématiques et, à mon avis, sont au courant aussi de ce genre de choses. Mais donc, non seulement il y a le sujet de s'occuper évidemment de l'éco-anxiété et des conséquences psychologiques associées à la transition écologique, mais on voit aussi que l'adaptation au changement climatique, qui est un thème très présent en ce moment en France, notamment poussé par le ministre Christophe Béchu, est également évidemment importante pour prévenir les risques psychologiques, puisque plus on anticipe les dégâts climatiques, donc les sécheresses, les canicules, les inondations, les submersions marines, plus on évite aussi ces phénomènes-là de dégâts psychologiques associés à ces événements en eux-mêmes. Voilà, donc c'est non seulement il faut traiter la cause du changement climatique et vraiment s'attaquer à la transition écologique, mais en plus, le sujet de l'adaptation au changement climatique est également très important pour prévenir de ces risques psychologiques. Et donc, la docteure Céline Massini, donc, qui était interviewée lors de cet échange au Sénat, résumait ces 3 points clés en disant que donc, l'éco-anxiété, c'est l'une des conséquences sur la santé mentale du dérèglement climatique et nous devons nous attendre à une augmentation des besoins de soins psychologiques et psychiatriques du fait du dérèglement climatique. Deuxièmement, la psychiatrie publique n'est pas aujourd'hui en mesure de répondre aux besoins déjà existants de la population. Ça, c'est un constat que je pense que beaucoup de professionnels font. Et troisièmement, comme le disait Charline, en fait, l'éco-anxiété, c'est un sujet qui est quand même très récent, en fait, même si on se rend compte qu'il est très répandu, mais qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques qui vont être nécessaires pour préciser, approfondir ce concept et voir comment on peut le traiter au niveau institutionnel, avec des conséquences, par exemple, sur l'éducation, comment est-ce qu'on intègre au niveau des jeunes, voire des très jeunes, hein, les conséquences de plein de sensibilisation sur l'environnement. Il y a aussi l'accompagnement psychologique derrière qu'il va falloir gérer. Et évidemment, tous les sujets aussi en termes de risques psychosociaux que ça peut poser au niveau des entreprises. Nous, on est aussi interpellés par pas mal d'entreprises qui font face aux questions récurrentes des salariés qui se posent sur les politiques de transition écologique au sein de l'entreprise. Et donc, ça questionne directement les DRH et la gestion des risques psychosociaux en entreprise. Donc, je recommande fortement l'écoute et le compte-rendu de cette table ronde. Quelques messages clés pour finir avant les échanges qui sont évidemment les plus intéressants. Voilà, en fait, de ce qu'on voulait vous transmettre avec Charline, c'est que nommer les choses, c'est enfin les voir, les comprendre. Je pense que voilà, ça a vraiment le mérite de mettre des mots sur nos mots, MAUX, et pour les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, c'est un soulagement incommensurable de pouvoir comment se sentir moins seul, d'en parler. Et c'est un sujet encore très tabou dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère privée, parce que ça peut être très compliqué en fait d'aborder ces sujets librement, même en famille, entre proches, avec son conjoint, sa conjointe. La transition écologique, c'est pas un sprint, c'est un marathon et il n'y a pas de ligne d'arrivée. Pourquoi cette phrase ?
parce que moi, pourquoi est-ce qu'on a aussi voulu travailler sur ce sujet qui nous semble important, c'est que, en fait, si toutes les personnes qui sont confrontées de par leur métier à la transition écologique ne sont pas accompagnées aussi sur cet aspect éco-émotionnel, on va pas pouvoir tenir dans la durée. C'est-à-dire que il faut que la transition écologique a besoin de gens qui soient aussi stables psychologiquement, et la société au sens large, c'est-à-dire que on l'a vu, hein, là, toute cette peur et cette colère, si elle n'est pas traitée, si on n'y fait pas face, si on la met de côté et si on l'ignore, il peut y avoir aussi des conséquences désastreuses sur le plan individuel, mais sur le plan collectif aussi. C'était aussi mon autre message, c'est-à-dire que les émotions, c'est comme la politique. Si on ne s'occupe pas, ce sont elles qui s'occuperont de nous. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a cette préoccupation environnementale et cette éco-anxiété que ça va se traduire mécaniquement par plus de soutien aux politiques de transition écologique et par le fait que il va y avoir plus de gens investis dans la transition écologique. Il peut y avoir ça, il peut aussi y avoir l'inverse, de beaucoup plus de déni et beaucoup plus de repli sur soi, parce que justement cette peur et cette colère, elle est pas gérée. Ça serait intéressant d'en parler peut-être dans le chat, mais moi j'y suis très sensible. Je pense qu'au niveau collectif, c'est vraiment important de regarder en face ce qui se passe, parce que une peur très mal gérée, ça peut au contraire être complètement contre-productif au niveau social. Donc voilà, attention aux traductions rapides de il y a plus d'éco-anxiété, donc il y a plus de choses en faveur de la politique écologique. Ça, je pense que c'est pas forcément vérifiable. Le sujet émotionnel est à prendre avec soin. Et enfin, ce qui se passe à l'intérieur de nous est en miroir de ce qui se passe à l'extérieur concernant la crise écologique. C'est un des points qu'on met en exergue aussi dans le MOOC qu'on a fait, c'est que effectivement, en fait, la planète vit une sorte de burn-out, c'est-à-dire que on ignore les limites planétaires et donc on est en train de franchir les limites et donc on dépasse les limites planétaires et donc c'est très en miroir de un autre phénomène individuel de dépassement des limites personnelles avec l'explosion du phénomène de burn-out. Mais donc voilà, s'intéresser à ça, c'est aussi s'intéresser à la dimension émotionnelle personnelle et se rendre compte que voilà, c'est confronter à la notion de limite et de finitude. Et donc c'est évidemment que c'est compliqué de percevoir les limites quand nous-mêmes on est en train tout le temps d'essayer de se dépasser, d'accélérer, voilà, de toujours chercher à quelle est la nouvelle frontière aussi personnelle dans la quête de la performance. Et donc tout ça, en fait, s'intéresser à la dimension émotionnelle, c'est aussi s'intéresser aux racines de pourquoi est-ce qu'on est tout le temps dans cette quête de la surperformance individuelle. Donc c'est aussi une voie intéressante à explorer pour la transition écologique au sens large. Et juste et donc, pour finir, ce que tu disais, Juliette, il y a un phénomène aujourd'hui de burn-out militant qui est très important, où finalement les gens se lancent à corps perdu dans l'action et c'est finalement une forme de fuite, et c'est important de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire être à la fois dans l'action et en même temps pouvoir aller faire une introspection et aller à la rencontre de ses propres émotions pour éviter ce phénomène aussi de burn-out. Complètement, et du coup, pour finir aussi sur quelque chose de plus positif, c'est-à-dire que dans émotion, il y a la notion de mise en mouvement, et donc c'est ça aussi, évidemment, l'avantage énorme de s'intéresser à ces éco-émotions, c'est que ça peut libérer un engagement et aussi une puissance d'action dans la durée qui est absolument formidable, en faveur justement de s'engager pour des actions pour la transition écologique. Et donc c'est bien pour ça qu'on a lancé aussi ce MOOC. Donc c'est pas pour faire la pub du MOOC, c'est simplement pour dire qu'il y a cette ressource qui est disponible et qui est vraiment, je pense, vraiment super, très très utile pour 3 types de publics. Le public des gens qui ressentent beaucoup d'éco-émotions et donc qui ont besoin d'y voir plus clair et justement de se sentir moins seuls. Il y a toutes les personnes, comme disait Charline, qui sont exposées au niveau de leur métier. Donc là, ça peut être très large, mais vous qui êtes, par exemple, pompier ou travaillant dans des réserves, en fait, c'est des personnes qui sont confrontées directement en fait aux conséquences du changement climatique, donc qui peuvent être très sujettes à tout ça, et donc ça peut être extrêmement utile. Et enfin, il y a le 3e public de toutes les personnes qui sont concernées un peu plus indirectement, mais parce qu'ils sont soit en situation de responsabilité, soit
dans la sphère du soin et de la médecine, soit en situation de responsabilité hiérarchique. Je pense à tous les RH, tous les managers qui sont confrontés à ces phénomènes dans leur équipe et donc qui parfois peuvent se sentir très déstabilisés ou ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Et donc ça peut aider vraiment comme un outil pour décrypter en fait ce qui se passe et désamorcer aussi plein de choses. Et moi, je pense aussi, enfin, je souhaite que ça soit utile aussi aux familles, parce que je pense qu'il y a plein de cas où il y a des parents et des enfants qui ne se comprennent plus, qui sont en grand conflit, même entre conjoints, des gens qui ne se comprennent plus au niveau des valeurs. Et c'est un outil qui vise à retrouver de la capacité de dialogue. Et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui dans notre société, de retrouver de la capacité de dialogue. Donc voilà, donc je le recommande aussi beaucoup si vous êtes confronté à ça, plus dans la sphère personnelle ou de vos proches, parce que on aborde justement toutes ces questions de la sphère aussi privée, à savoir, voilà, est-ce qu'il faut faire des enfants? Est-ce qu'il faut vivre dans la ville ou est-ce qu'il faut tous partir à la campagne? Est-ce qu'il faut changer de travail? Est-ce qu'il faut se fâcher avec des proches parce qu'on n'est pas d'accord? Enfin, voilà, c'est des questions qui nous touchent, qui touchent toutes les sphères. C'est une crise, comme le dit Charline souvent, c'est une crise existentielle en fait. Donc ça ne s'arrête pas ni à la porte du privé, ni à la porte du travail. C'est quelque chose qui vient re-questionner l'ensemble de notre plan d'existence parce que les racines sont totalement rationnelles. Et donc c'est vraiment très important de creuser, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que ce MOOC permet. Et juste pour vous partager des résultats, aujourd'hui, donc on a environ 1700 personnes qui l'ont suivi. Je précise qu'il est proposé à prix libre et conscient, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès. Et ensuite, il y a une plateforme de donation pour les personnes qui souhaitent donner quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu faire parce que ça nous paraissait trop important. Et 98% des participants se sentent plus en capacité de se mettre en mouvement sur les enjeux environnementaux après l'avoir suivi. Donc, je pense que ça parle de même et on reçoit plein de messages de gens qui se sentent très soulagés. Et c'est pas du tout des jeunes, vraiment. C'est plutôt des gens qui ont entre 40 et 50 ans. Il y a aussi des jeunes, mais moi, le public que je vois en prioritaire, en tout cas, c'est plutôt des gens qui sont… Donc voilà, c'est pour ça que je disais que le sujet est en train d'évoluer beaucoup et qu'en fait, ça touche vraiment l'ensemble du corps social. Charline, si tu veux dire un mot sur le RAFU. Oui, et la dernière, si tu veux. Oui. Alors, le RAFU, c'est une association, c'est un réseau qui a démarré en 2020, qui est devenu une association en 2022. C'est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Et ma collègue Manuela Santamarina qui a participé à la conférence, la table ronde au Sénat, fait partie du RAFU, qu'on a cofondé ensemble. Et donc, cette association regroupe l'ensemble des professionnels de l'accompagnement qui sont sensibilisés aux problématiques environnementales et qui ont besoin de faire du lien entre elles. Et on a deux types de publics. On s'adresse à la fois donc au grand public à qui on propose un annuaire avec des professionnels qui ont été un peu triés sur le volet et qui permettent aux personnes de se sentir en confiance par rapport au thème de l'éco-anxiété, c'est-à-dire que les professionnels qu'on recommande comprennent ces enjeux-là. Et l'autre cible, c'est les professionnels de l'accompagnement qui ont besoin de monter en compétences, de comprendre le thème des éco-émotions. On va proposer par la suite des formations, des actions de sensibilisation pour essayer de faire connaître un peu plus ces éco-émotions à l'intégralité des professionnels de l'accompagnement. Et on va terminer sur des pistes d'action. Alors, c'est bien beau d'expliquer ce que c'est l'éco-anxiété, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, je vous propose deux types de pistes, à la fois au niveau du collectif. Ce qui est très important, c'est que les entreprises puissent s'engager ou poursuivre la transition écologique dans laquelle elles sont engagées. Ensuite, que les pouvoirs publics puissent continuer à déjouer l'inaction climatique, mettre en place des actions et prendre vraiment la mesure des enjeux écologiques pour promouvoir une transformation structurelle de notre société.
Et là, je m'appuie sur une étude qui a été faite en 2019 par Carbone 4 et qui s'appelle Faire sa part et qui dit qu'il y a 75% du changement qui est dans les mains des entreprises et des gouvernements et 25% dans les mains des individus. Donc on s'aperçoit vraiment que d'un point de vue collectif, il y a un grand rôle à jouer et que en même temps, les actions individuelles sont importantes. Et l'autre partie, ça va être plutôt moi ce que je vais faire au quotidien avec mes patients. Donc là, plutôt dans l'accompagnement individuel, ça va être vraiment de leur conseiller de prendre soin d'eux à travers ce que pouvait partager Juliette tout à l'heure, le fait de verbaliser, de nommer, donc de partager ses émotions, de pouvoir aussi intégrer la notion de limite planétaire, mais aussi de limite individuelle à travers un travail aussi avec le deuil, parfois. Ça va être de pouvoir aussi continuer à s'émerveiller, de pouvoir continuer à rêver, de s'inspirer un peu de la posture des enfants qui continuent à garder un peu cette capacité d'émerveillement. Autre axe de travail, ça va être de prendre soin des autres. Comme le disait Juliette, l'éco-anxiété, ça vient semer la pagaille dans les liens. Moi, je peux être amenée à recevoir des couples, des familles, des parents qui n'arrivent pas à comprendre que leurs enfants bifurquent et arrêtent des grandes études dans des écoles prestigieuses pour faire de la permaculture, parce que ça a plus de sens pour eux. Donc c'est essayer de prendre soin des uns et des autres et d'accepter que la temporalité des prises de conscience puisse être différente. Donc pouvoir être un exemple pour les autres, piquer la curiosité, mais pas dire quoi faire et pas dire aux autres qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Donc vraiment travailler la relation avec les proches, être dans la bienveillance et l'acceptation. Et la dernière partie, c'est vraiment de prendre soin du monde vivant, donc de passer du temps au contact de cette nature pour travailler sur notre sentiment de reliance, pour avoir envie de la protéger aussi, cette nature, parce que si on ne la connaît pas, si on ne développe pas de l'empathie avec le vivant, finalement, on ne va pas être triste ou s'émouvoir du fait qu'elle disparaisse. Faire des actions aussi concrètes pour voir l'avant et l'après, comme des nettoyages de plage, des choses comme ça, ce qui peut permettre de voir un peu plus de manière concrète l'action qu'on va avoir vis-à-vis de la planète, qui va être différent de quand on décide de ne pas prendre l'avion, par exemple. Cette action-là, on ne va pas en voir le résultat immédiat, là où quand on fait des actions comme la permaculture, des actions beaucoup plus concrètes, on arrive à sentir ce sentiment de satisfaction d'avoir fait quelque chose. Et enfin, dernière piste, ça va être de transmettre aussi à ses enfants, aux proches, ce lien à la nature, vraiment dans une forme de transmission. Voilà, moi je vais m'arrêter là et on va passer dans la partie questions-réponses. Bah merci, déjà un grand merci à Charline et à Juliette pour cette présentation très complète, très pédagogique et pleine de ressources qui vont nous permettre les uns les autres d'aller prolonger. Nous ne manquerons pas au niveau de l'association et moi-même personnellement à relayer finalement, faire connaître le MOOC que vous avez développé et puis cette table ronde du Sénat qui était mentionnée et l'association RAFU dont Laurence vous a mis le lien et puis Charline vous a donné également des ressources dans le chat. Donc merci encore. Plusieurs questions. Tout à l'heure, vous évoquiez le cas de Lucie qui avait vécu donc des incendies catastrophiques sur sa commune. Est-ce qu'aujourd'hui, au travers des enquêtes que vous avez pu mener et puis du regard de terrain et de l'accompagnement individuel que vous faites, il y a des thématiques, notamment concernant les risques majeurs qui nous animent du côté de la FPCNT en termes de prévention, est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent plus que d'autres? On avait Emmanuel Marielus également qui nous écrivait des Antilles et qui parlait des séismes. Est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent et est-ce qu'au-delà de la globalité du territoire français, on a une éco-anxiété qui est plus territorialisée, je ne sais pas, sur du littoral, des secteurs de montagne? Déjà sur ces deux questions, est-ce que vous avez des éléments?
Alors, je peux m'appuyer sur le travail d'enquête que j'avais fait en 2019. J'avais posé une question qui était les sources en fait de cette éco-anxiété. Qu'est-ce qui la génère en dehors de la partie environnementale? Et ce qui est ressorti, c'est que c'est vraiment une anxiété qui est systémique, c'est-à-dire qu'elle est liée au fonctionnement global du monde. Il y avait vraiment des inquiétudes par rapport à une pénurie de médicaments, à l'arrivée à nouveau d'épidémies, c'était juste avant le Covid, à des risques de voir à nouveau des guerres, de voir aussi des bouleversements avec un renforcement, enfin une accentuation des inégalités sociales, sociétales. Et donc vraiment, moi, la conclusion que j'ai faite, c'est que cette éco-anxiété, elle était générée par un dysfonctionnement finalement global du monde et pas que par la partie environnementale. Donc, on en revient à ce besoin de transformer de manière profonde notre société. Et il y a aussi je pense ce que je disais un peu tout à l'heure, une forme de saisonnalité de cette éco-anxiété. Quand on va être soi-même en contact direct avec une manifestation comme un feu de forêt, des sécheresses, là, ça va générer un grand pic d'éco-anxiété. Et là, on va avoir un degré plus important, comme je mentionnais tout à l'heure, à travers les échelles de mesures qui sont faites. D'accord. Juliette, tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que là, c'est toi l'experte de ce sujet-là. Et il y avait une autre question, alors que Marc Rigolo dans le chat nous disait, est-ce que finalement l'éco-anxiété va générer une forme de repli et d'inaction? Et moi, j'avais la question complémentaire qui était finalement, est-ce que pour aider à réduire ce sentiment d'éco-anxiété, il ne faut pas justement favoriser le passage à l'action sur la culture du risque? Nous, on essaie de prôner et de développer le citoyen acteur, et finalement, est-ce que c'est pas, et vous l'avez un peu dit, ce passage à l'action qui va permettre de réduire cette éco-anxiété? Mais est-ce que d'une façon générale, par rapport à la question de Marc dans le chat, vous observez que l'éco-anxiété a tendance plutôt à figer ou à impulser aussi un passage à l'action? Parce que sur Lucie, on était un peu en intermédiaire et on était quand même sur les premiers temps plutôt sur du repli et un peu une espèce de tétanie. Enfin, j'ai pas les termes de votre métier, mais je m'appuie encore sur l'enquête. J'avais interrogé le panel sur le rapport à l'action, finalement, sur ce que provoquait cette éco-anxiété d'un point de vue de la motivation. Et j'ai eu 3 types de réponses. Des gens qui, pour 30% du panel, indiquaient être dans une forme de paralysie, avec sidération, incapacité de bouger. Pour 9%, une ambivalence entre envie d'agir et sentiment d'impuissance. Et pour 61%, il y avait une mise en mouvement. Ils indiquaient que l'éco-anxiété, c'était quelque chose qui, finalement, déclenchait une envie d'agir et que l'action était thérapeutique. Alors, c'est néanmoins quelque chose qu'on a travaillé après avec Juliette dans le MOOC, pas n'importe quelle action. C'est important de trouver une action calibrée par rapport à la personne qu'on est, une action qui a du sens pour soi. Donc ça, c'est important. Et je pense un modèle qui est intéressant et qu'on a aussi pu creuser dans le MOOC, c'est le modèle d'oscillation de Georges Bonanno, qui est un modèle de deuil. Et on s'aperçoit que les gens qui ressentent cette éco-anxiété parlent souvent, enfin, quand on parle de l'éco-anxiété, on parle souvent d'une problématique de deuil. Et le modèle de cet expert, Georges Bonanno, qui est un expert américain du trauma et du deuil, lui, il parle donc de ce modèle d'oscillation où on alterne entre des phases d'abattement, des phases de souffrance, et ensuite des phases de mieux-être. Et on peut voir un peu ici, chez les éco-anxieux, cette même oscillation parfois entre envie d'agir, mise en mouvement, l'action individuelle et collective. Et après, parfois, des phases d'abattement. Moi, quand le rapport du GIEC en 2022 était sorti, j'ai eu beaucoup de patients qui ont retraversé une phase d'impuissance, une phase un peu des manifestations dépressives à ce moment-là.
Voilà. Juliette, tu peux peut-être compléter aussi par rapport à ça. Complètement, hein, pour compléter, effectivement, c'est vraiment pas noir ou blanc, dans le sens où en fait, il faut vraiment se dire que on vit avec ces éco-émotions et qu'en fait, il y a des fluctuations vraiment qui peuvent être importantes en fonction des événements qu'on vit. Parfois, on peut se sentir dans des phases où on se dit c'est super, ça avance parce qu'on est en collectif et que les choses bougent et du coup, on est super motivé, etc. parce que on a l'impression qu'on est utile au monde, et des moments où on va lire un article scientifique qui nous dit quelque chose de très, très angoissant, et donc se sentir complètement paralysé. Et je parlais avec un expert de la Fondation Jean Jaurès aussi, qui ont été très précurseurs sur cette étude de l'éco-anxiété, notamment chez les jeunes, et qui me disait ce concept très juste, c'est qu'en fait, il faut vraiment qu'on évite justement ces pics émotionnels de surengagement et de surdésespoir par rapport aux éco-émotions, et qu'on arrive à lisser tout ça. Et en fait, c'est un enjeu de travailler la résilience émotionnelle des individus sur la durée. Et on peut faire ce parallèle avec la résilience des territoires aux conséquences du changement climatique, c'est-à-dire la capacité d'absorber des chocs exogènes et de retrouver des modes de fonctionnement qui fonctionnent. Par exemple, juste les infrastructures de base, pour les sociétés. Et donc, au niveau individuel, il faut travailler cette même résilience, c'est-à-dire qu'on va vivre des chocs extérieurs, que ce soit l'actualité, que ce soit des phénomènes climatiques. Et il va falloir qu'on travaille cette résilience émotionnelle pour pas s'effondrer ou se surengager et éviter ces espèces de pics. Voilà. Et ça, c'est un travail qu'il faut engager vraiment en profondeur avec les individus, et pour lequel des gens qui sont très investis dans les institutions publiques peuvent être extrêmement moteurs. Dans le chat, on avait des questions, notamment de Monsieur Depecker et de Monsieur Ménager, sur des formes d'anxiété. Monsieur Depecker parlait d'une forme d'anxiété qui a touché les agriculteurs et qui est une anxiété de la transition, une transition anxiété. Et Thierry Ménager évoquait des territoires où on a des récurrences de phénomènes. On pense notamment aux Hauts-de-France, qui ont vécu depuis octobre l'année dernière une série dramatique d'inondations, et qui, du coup, on a des populations qui s'angoissent du prochain événement et qui sont un peu suspendues comme ça d'événement en événement, avec une anxiété qui augmente. Est-ce que ces formes d'anxiété, donc à la fois de la part des agriculteurs et puis de ces territoires multi-impactés, c'est des choses qui ressortent en trait un peu fort sur les études que vous menez? Alors c'est quelque chose qui provoque, moi j'ai pu avoir 2 patients, une qui avait vécu des feux de forêt pour le coup, et c'est en Australie, qui habitait là-bas, et quelqu'un qui a aussi vu sa maison touchée par des inondations. En fait, ça crée là pour le coup, on est dans du stress post-traumatique. Et là, ce qui va être intéressant de développer, nous, d'un point de vue professionnel de l'accompagnement, c'est la clinique du trauma. C'est vraiment comment on accompagne. Enfin, je pense que l'éco-anxiété il y a un vrai lien avec tout ce qui est la clinique du trauma. Et d'ailleurs, ma collègue Manuela Santamarina, qui était à la table ronde du Sénat, a été formée en EMDR, une technique qui permet vraiment de travailler sur la dimension du trauma. Donc, ces manifestations-là, elles vont générer chez les personnes une forme d'hypervigilance et du stress post-traumatique qu'il est ensuite nécessaire de pouvoir accompagner avec des outils comme l'EMDR, par exemple, ou vraiment des outils de la gestion des traumas. Peut-être pour finir, on ne pourra pas traiter toutes les questions puisqu'on est à 1 minute de la fin et on essaie de respecter le timing. Marc Rigolo, à nouveau, nous disait, mais finalement, est-ce que cette éco-anxiété n'est pas accrue du fait d'une posture et d'un environnement un peu contradictoire, où on a des injonctions contradictoires à la fois qui nous poussent à consommer et où en même temps, il faut faire des efforts pour moins consommer par rapport à la transition écologique. Est-ce que c'est pas accru par rapport à ça, ce système de consommation dans lequel on est, qui est incompatible avec ce souci de préservation de l'environnement? C'est ce que dit Charline dans le MOOC, c'est qu'on est sur une crise qui est supraliminaire. C'est-à-dire que c'est une crise qui nous dépasse.
l'ampleur est tellement énorme que ça nous dépasse complètement. Et donc, du coup, tout ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle peut paraître absolument dérisoire par rapport à l'ampleur de ce qui se passe. Et en plus, donc effectivement, on nous dit, on entend tout et son contraire. Il faut avoir un emploi stable et il faut être sur la transition écologique. Enfin, c'est évidemment très très compliqué. Et donc du coup, face à ces injonctions contradictoires, c'est ça qui peut être aussi extrêmement troublant d'un point de vue psychologique. Et donc justement, c'est quelque chose qu'on insiste beaucoup parce que le dernier module du MOOC est justement sur travailler son fil rouge. Qu'est-ce qui va être son fil rouge personnel dans ce monde? Et Johanna Messi, qui est aussi une grande personne à l'initiative de tous ces mouvements de prise en compte émotionnelle, elle parle de danser avec l'incertitude. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on travaille son propre fil conducteur pour se dire, bah voilà, quel est mon rôle, et surtout avoir conscience qu'on joue un rôle avec d'autres personnes qui ont d'autres rôles et que c'est ce rouage d'ensemble qui peut faire avancer la machine, mais quel est nous notre juste rôle dans tout ça. Et c'est ça, ce sentiment d'auto-efficacité qui peut permettre de répondre à ce projet. Et donc, on va vivre dans un monde de paradoxes et ça ne va faire qu'augmenter. Donc, c'est comment trouver cette ligne de crête dans ce monde très, très paradoxal qu'on est en train de vivre. Et ça ne peut se faire en tout cas qu'au niveau collectif et en tout cas en se connectant avec d'autres personnes qui vivent ce même niveau émotionnel. Ça provoque un soulagement immédiat de se dire je ne suis pas seule, je ne suis pas fou, et il n'y a pas que moi qui pense tout ça. Et cette mise en collectif, elle est vraiment très, très importante. En tout cas, je vous remercie encore infiniment parce que tous ces éclairages et puis les discussions qu'on a pu avoir après vos interventions respectives vont vraiment nous éclairer, nous, dans la mission de développement de la culture du risque et de la résilience. Philippe Mikouro vous a mis également pour les participants donc des liens, et je salue Philippe au passage sur les premiers secours psychologiques et cette partie post-traumatique et post-événement. On retrouvera bien sûr votre intervention en replay sur la chaîne YouTube de l'AFPCNT. On le communiquera sur nos réseaux, donc n'hésitez pas à suivre. Et puis on retrouvera d'ailleurs Marc Rigolo qui a beaucoup interagi sur le chat aujourd'hui, jeudi 2 mai, même heure, de 17h à 18h30, puisque le sujet sera très dense. On évoquera les sciences comportementales et l'émotion en prévention des risques. Donc c'est Marc pour la Fondation Maïf qui nous fait le plaisir d'intervenir la semaine prochaine. Merci encore. Je pense que on vous recontactera pour avoir votre regard critique sur certaines de nos actions et peut-être développer des collaborations ensemble parce qu'il y a pas mal de pistes. Et puis, n'hésitez pas également pour les participants, on a vraiment besoin de vos retours pour optimiser ces webinaires et répondre à vos attentes, à renseigner le questionnaire de satisfaction. Merci encore.